Laissez-moi vous emmener là où naissent les plus grandes joueuses, là où ça shoot de très, très loin, là où le basket brille plus fort qu'ailleurs et là où s'apprête à éclore de futures légendes. Dans la plupart des disciplines, la saison sportive touche à sa fin. On connaît l'affiche de la finale de la Ligue des Champions, les playoffs NBA sont à sens unique, le Final Four d'Euroleague approche à grands pas et le Giro d'Italia devrait cruellement manquer de suspense. Ça y est, il est enfin temps de se plonger dans la WNBA. Et bienvenue sur la chaîne de la relève, ici Enzo. Aujourd'hui on est là pour parler de WNBA, un nouvel axe sans doute sur la chaîne avec le début de la nouvelle saison qui a commencé il y a à peu près une semaine. Voilà le retour des joueuses de week-end dernier à l'heure où on s'enregistre. Et voilà, le but ça va être d'essayer d'apporter plein de sujets, notamment dans cette vidéo, d'essayer de vous faire découvrir le concept de la WNBA, la plus grande ligue de basket féminine au monde, que ce soit pour des gens qui ne la connaissent pas du tout, pour des fans de basket, ou à la rigueur pour des experts qui connaissent déjà toutes les joueuses. Bref, restez bien, il y en aura vraiment pour tout le monde. Voilà, le but c'est d'essayer de faire comprendre à tout le monde quels sont les enjeux, pourquoi est-ce qu'il faut suivre cette saison, quelles sont les joueuses à suivre, les équipes, etc., toutes les tendances. On va se plonger un petit peu dans tout ça, en essayant d'analyser un petit peu, puis après au fur et à mesure des semaines, si je trouve le temps et l'envie, notamment de suivre Caitlin Clark, voilà, avec un setup un petit peu bancal. On voit la lampe qui dépasse, mais l'énergie y est. En tout cas, voilà, on est parti. Commençons par les bases. La WNBA, c'est quoi? C'est la meilleure ligue de basket féminin au monde. Elle possède les meilleures joueuses, les meilleures équipes et le plus haut niveau de compétitivité. Ça se passe sur la terre du basketball aux États-Unis. Pays qui, comme chez les garçons, domine largement sur la scène internationale avec 9 titres sur les 12 dernières Coupes du Monde et 12 médailles d'or en 13 éditions des Jeux Olympiques. Et contrairement au sport européen, elle ne se déroule pas de septembre à mai. Non, à l'inverse, la WNBA se joue de mai à octobre. En gros, c'est le timing parfait pour se compléter avec la Boulangère Wonder League, le championnat français, ou encore l'Euroleague féminine déjà terminée depuis un mois. Quand on commence à sortir les t-shirts, c'est le moment de se mettre sur la WNBA. Si vous êtes déjà un suiveur de NBA, vous ne serez pas dépaysé. Les deux ligues sont d'une certaine manière sœurs. D'abord, il y a la grande sœur, la NBA. Elle qui a vu le jour dans les années 40 et qui a gagné en popularité au fur et à mesure des années avec l'impact médiatique de ses stars et de ses plus grandes équipes. D'abord dans les années 80 avec Bird et Magic et dans les années 90 avec les Bulls de Michael Jordan et la Dream Team de 1992. C'est à ce moment précis, en 1996, que naît sa petite sœur, la WNBA. Elle commence à s'implanter dans 8 villes, New York, Los Angeles, Phoenix, Sacramento, Houston, Charlotte, Cleveland et Salt Lake City. 8 franchises situées dans des villes qui abritent déjà une équipe NBA, parfait pour convaincre des fans de basket. Depuis, la ligue a beaucoup évolué. Elle est passée de 8 équipes il y a 30 ans à 12 en 2024, puis 15 aujourd'hui. Un chiffre qui a presque doublé et qui témoigne du succès de la WNBA et qui n'est pas prêt de s'arrêter. De nouvelles franchises vont venir se greffer au championnat avec l'arrivée de 3 nouvelles villes d'ici 2030, Cleveland en 2028, Détroit en 2029 et Philadelphie en 2030. Si vous avez 400 millions d'euros qui dorment sur un compte, n'hésitez surtout pas à vous signaler auprès de Cathy Engelbert, la commissionnaire. Elle pourrait bien vous attribuer une franchise à Memphis ou encore à San Diego. Contrairement à son homologue masculine, il n'y a pas de système de conférence en WNBA, enfin pas dans les classements. Chaque équipe joue 44 matchs de 40 minutes, soit 3 affrontements contre les 14 autres franchises. Je sais, vous allez me dire que 14 x 3 ça fait 42, et vous avez raison, et c'est là que le système de conférence entre en jeu avec 3 matchs contre l'autre conférence et 3 ou 4 matchs contre sa propre conférence. À l'issue de cette saison régulière, les 8 meilleurs bilans vont en play-off. Peu importe si 7 équipes sont à l'est et une à l'ouest, pas de restrictions géographiques dans le classement final. Il n'y a pas non plus de sponsor NordVPN, même si j'ai mentionné des restrictions géographiques. Bref, abonnez-vous et peut-être qu'on pourra y remédier bientôt. Avant de parler playoff, rapide mention pour la Commissioner Cup, une sorte de coupe de la ligue, de trophée bonus. Il s'agit d'une compétition dans la compétition qui se déroule début juin et qui rapporte un peu d'argent pour les joueuses et une finale disputée pour les spectateurs. Cette Commissioner Cup ajoute un petit plus dans la saison sans avoir de vrai impact réel. Mais revenons sur la post-season. Cette année, elle aura lieu de fin septembre à fin octobre. Les 8 meilleurs bilans s'affrontent au premier tour au meilleur des 2 matchs pour commencer, puis des 3 matchs en demi-finale et enfin la grande finale au meilleur des 4 matchs. Un format crescendo qui permet aux équipes moins fortes sur le papier d'avoir plus de chances de réaliser un upset lors des premiers tours.
En 2025, les championnes ont été les Aces de Las Vegas grâce à une victoire 4-0 face au Phoenix Mercury. À l'heure où cette vidéo est publiée, la Ligue entame sa 30e saison. Elle commence à avoir une histoire bien fournie avec des joueuses devenues légendes, des coachs révolutionnaires ou des franchises mythiques. Sauf qu'on n'est pas là pour s'intéresser à l'histoire de la Ligue aujourd'hui, mais à s'intéresser à son futur et à pourquoi cette saison pourrait être passionnante. Pour commencer, la WNBA s'est beaucoup agrandie ces derniers temps. Après les Golden State Valkyries en 2025, 2 nouvelles franchises ont rejoint la Ligue cette saison. D'abord, on a le Portland Fire. Franchise qui a vu le jour en 2000 avant de disparaître 2 ans plus tard pour raisons financières, le Fire renaît de ses cendres ce milieu de printemps. L'équipe est de retour dans le nord-ouest des États-Unis, dans une ville à qui le sport sourit. Même si Portland ne possède aucune franchise de foot américain, hockey ou baseball, elle brille dans le football, masculin comme féminin, et en NBA avec les Blazers. Le tout avec une identité visuelle magnifique et un jeu offensif alléchant. La seconde franchise à avoir intégré la WNBA en 2026 ne se situe pas aux États-Unis mais au Canada, à Toronto. À ce jour, c'est la seule et unique franchise qui ne possède pas de passeport états-unien. N'ayez crainte, ça n'empêchera pas les supporters d'affluer en masse. Les Raptors présents en NBA abritent l'un des meilleurs publics de toute la ligue et l'engouement autour du basket dans la ville n'a de cesse de croître depuis leur titre en 2019. Nul doute que les filles auront le droit à la même ferveur dans les tribunes. Regardez ces maillots et ce Bordeaux splendide. De changements, il en a aussi été question dans les effectifs avec beaucoup de transferts et de signatures d'agents libres cet hiver. Certains d'entre vous l'ont sans doute vu passer. En juillet dernier, lors du All-Star Game, les joueuses se sont échauffées avec des t-shirts portant l'inscription « Pay us what you owe us », payez-nous ce que vous nous devez, en référence aux négociations du nouveau CBA dont dépend le salaire des joueuses. Alors que la Ligue ne cesse de grandir avec des expansions à ne plus savoir qu'en faire et des audiences télé qui grimpent en flèche depuis les dernières années, la WNBA continue de reverser seulement 10% de son chiffre d'affaires aux joueuses, contre environ 50% pour la plupart des autres grandes ligues de sport américaines. Un constat qui a mené à d'âpres négociations et à une résolution en début du printemps. Les joueuses ont obtenu gain de cause en voyant leur salaire multiplié par 7 et AJ Wilson a été la première joueuse à signer un contrat à plus de 5 millions de dollars sur 3 ans. AJ Wilson d'ailleurs, parlons-en. C'est sans doute la meilleure joueuse de la ligue en ce moment. Pour preuve, elle vient tout juste de glaner son 3e titre avec les Aces ainsi que son trophée de MVP, le 4e, un record. Personne n'en a reporté autant dans l'histoire de la WNBA alors qu'elle n'a pas encore soufflé ses 30 bougies. L'un des intérêts principaux de cette saison va être de savoir si ces Aces vont être capables d'enchaîner un 4e titre de championne en 5 ans pour mener Wilson tout en haut du panthéon. L'effectif est l'un des rares à ne pas avoir été chamboulé par l'intersaison. Las Vegas est clairement le favori. Sur leur route, elles risquent de rencontrer plusieurs adversaires. D'abord, le Liberty de New York, seule autre équipe à avoir soulevé le trophée de championne depuis 2022, qui vient de signer un nouveau coach avec Chris DeMarco, ancien assistant des Warriors en NBA. L'équipe s'est aussi renforcée avec Satou Sabali, ancienne chose clé du Mercury, finaliste en titre, mais aussi 2 rookies françaises, Marine Fotoux et Pauline Astier. Autre contender, le Dream d'Atlanta. La franchise a beaucoup fait parler d'elle durant l'intersaison avec un énorme trade pour attirer Angel Reese contre plusieurs tours de draft. Reese est une des têtes d'affiche de la WNBA, véritable star en dehors du parquet et formidable joueuse. C'est une des meilleures rebondeuses de la ligue avec un passing très intéressant. Cette saison, elle évoluera aux côtés d'autres excellentes joueuses comme Alisha Gray, la guarde aux lunettes récemment auréolée d'une sélection en All WNBA First Team, ou encore Jordyn Canada, une meneuse expérimentée qui saura servir Reese sous le panier. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Caitlin Clark? Non, pas encore. Eh bien, habituez-vous, ce sera une habitude sur la chaîne. Pour sa 3e année dans la ligue, elle évolue toujours au Fever d'Indiana. Et ce qui saute aux yeux quand on se pose devant un match du Fever, c'est à quel point elle ressort par rapport aux autres. Clark, c'est le jeu que tout fan de basket apprécie. C'est une porteuse de balle qui assume beaucoup de responsabilités avec le ballon et possède un jeu offensif très flashy et donc aussi très risqué. C'est une shooteuse exceptionnelle, en gros c'est le type de fille que la distance n'effraie même pas, même si son adresse est en berne cette saison. Son passing quant à lui est tout bonnement exceptionnel. Lors de sa saison rookie, elle a battu le record de passes décisives sur une saison grâce à sa lecture élite sur pick and roll et aussi sa capacité à atteindre certains angles qui est vraiment phénoménale. Si je devais faire une comparaison, ce serait un peu un mélange de Curry et Doncic, Steph pour le jeu off-ball, qui se développe de plus en plus d'ailleurs.
le côté révolutionnaire de son shoot et sa gravité, et Luka pour son attitude sur le parquet, son playmaking et aussi parfois son comportement avec les arbitres. Mais l'importance de Clark se mesure aussi en dehors du parquet. C'est un phénomène médiatique dont tous les fans de basket féminin profitent. Pour vous donner un exemple, voici quelques chiffres. Sa dernière finale NCAA a été regardée par près de 20 millions de personnes, soit plus que la finale des garçons, les World Series, donc les finales de MLB, ou encore certaines finales NBA. On parle bien sûr de matchs universitaires. Certains de ses adversaires à la fac changeaient de salle pour des arènes NBA ou NHL lorsqu'elles recevaient Clark afin d'augmenter la capacité et donc des profits de la fac en question. Les matchs du Fever attiraient en moyenne 3 fois plus que les autres rencontres de la ligue. Et enfin, 44 matchs du Fever sont diffusés en antenne nationale cette saison, donc tous les matchs. À titre de comparaison, l'équipe NBA qu'on avait le plus la saison dernière, c'était les Lakers avec 39. Bref, branchez-vous sur Caitlin Clark et le Fever. Un mot aussi sur Napheesa Collier. La poste 4 était à la lutte l'an passé pour le titre de MVP face à Wilson après avoir réalisé une saison hors norme. La joueuse des Minnesota Lynx était la seule à avoir évolué à un niveau aussi proche, voire supérieur avant de se blesser en play-off. Elle devait être de retour d'ici quelques semaines et on espère la revoir au même niveau que la saison dernière dans une équipe des Lynx qui aura bien besoin d'elle pour espérer aller loin en play-off. Il y a aussi la rookie de l'année en titre, Paige Bueckers. Autre phénomène, elle a été draftée 1 an après Clark et a tout autant épaté les spectateurs pour sa première saison. L'an passé, elle évoluait aux Wings de Dallas, équipe qui a fini bonne dernière du championnat malgré des grosses performances de Bueckers. C'est une porteuse de balle assez athlétique et ultra polyvalente. Elle peut presque tout faire avec la balle. En témoigne son énorme coup de chaud en août dernier avec 44 points à 17 sur 21 au tir. Monstrueux. Pour terminer ce rapide focus sur les choses à suivre, zoom sur des filles moins connues mais qui valent le détour pour diverses raisons. Jade Melbourne au Storm de Seattle, sans doute ma chouchoute absolue, c'est une guerrière sur le parquet. Le week-end dernier, elle a cassé sa dent pour la 3e fois en se jetant sur le ballon. Ouais, 3e fois la même dent. Son temps de jeu risque de fluctuer, mais une chose est sûre, Melbourne apportera chaque soir son énergie et sa compréhension du jeu. Jonquel Jones de New York. Les connaisseurs diront que c'est une star. En effet, elle a remporté le titre de MVP en 2021. Cependant, la Bahaméenne est clairement dans la seconde partie de sa carrière et son rôle tend à diminuer au fil des saisons. Elle en reste malgré tout une joueuse ultra impactante, grande, polyvalente, bonne passeuse, shooteuse régulière et défenseuse de qualité. Jonquel brille dans tous les registres. Et enfin, Sonia Citron des Mystics de Washington. L'arrière entame sa saison sophomore dans une équipe très jeune et très prometteuse dont elle est la tête d'affiche. C'est une fille discrète dont le leadership tend à s'accentuer, mais qui a réalisé une géniale saison rookie. Récompensée par une sélection au All-Star Game, Citron est une extérieure qui sait vivre sans ballon grâce à d'excellentes qualités de shooteuse, 45% à 3 points et 88 au lancer la saison passée, et dont le plafond laisse rêveur. A l'instar des garçons, les Françaises ne sont pas en reste en WNBA. La France possède le premier pool de joueuses internationales avec 12 joueuses signées à l'heure où je m'enregistre. Et le plus passionnant, ce sont le rôle que chacune d'elles occupe dans leur franchise. Elles ne sont pas là pour faire de la figuration, elles ont toutes un rôle très important et différent à jouer dans leur équipe. D'abord, on a Gabby Williams. Elle a récemment rejoint les Valkyries de Golden State en provenance du Storm de Seattle avec un gros contrat et les responsabilités qui vont avec. Elle est l'une des joueuses les plus importantes du système de Nakase. Agressive, polyvalente et formidable coéquipière, elle est la meilleure défenseuse extérieure du championnat selon un sondage récent réalisé auprès des joueuses, rien que ça. Cette saison, elle espère emmener son équipe en play-off et passer un cap offensif dans la meilleure ambiance du pays. Sélectionnée en 2e position de la draft 2025, Dominique Malonga est l'un des plus hauts potentiels du basket féminin. Elle est très grande mais aussi très jeune et possède tout le temps de progresser à Seattle. Elle a très bien commencé l'exercice 2026 avec 2 pointes à plus de 20 points en 3 matchs. Alors que la patience semblait être de mise au vu de son profil particulier et de ses tout juste 20 ans, son éclosion peut-être arriver plus tôt que prévu. Vous avez sans doute déjà vu passer des images de Marine Johannes ou MJ pour les fans. C'est la joueuse frisson par excellence. La Normande peut prendre feu à tout moment avec son adresse délirante et un jeu très instinctif. À l'image d'un Lamelo Ball chez les garçons, elle adore les tirs à 3 points sur une jambe, l'une de ses spécialités.
Marine est une joueuse qui n'hésite pas à prendre beaucoup de shoots et des tirs très compliqués, ce qui peut expliquer certaines fluctuations sur son temps de jeu et ses pourcentages. Depuis son arrivée à New York, elle peine à s'installer durablement dans l'effectif. En tout cas, qu'on soit français ou non, c'est une des raisons de se pencher sur la WNBA et le Liberty de New York. Une des autres raisons se nomme Pauline Astier. C'est une joueuse européenne chevronnée, elle est pourtant considérée comme rookie en WNBA. Son début de saison est totalement réussi et elle a su profiter des absences des choses clés à son poste, comme Sabrina Ionescu. Elle a montré de superbes finitions au cercle, une super capacité à remonter la balle et un shoot rapide et fiable. La suite risque d'être moins remarquée avec le retour des cadres, mais nul doute qu'Astier saura profiter des opportunités qui lui seront données. Sans oublier Janelle Salin avec un gros rôle chez les Valkyries, Carla Leights en fer de lance du Fire, Nell Angloma et Leila Lacan dans le Connecticut, ainsi que coach Racine Méziane, et enfin Marine Fotoux à New York et le trio de Phoenix, Noémie Brochant, Monica Kwamakani et Valeria Nayahi. Ça peut être un des freins pour des non-initiés. Avec qui vais-je discuter des matchs ? Comment faire pour ne louper aucune info ? Existe-t-il des médias qui parlent de la WNBA au quotidien ? Rassurez-vous, la couverture médiatique de la ligue s'est grandement améliorée ces dernières années. Suivre la NBA ne relève plus du tout du parcours du combattant et je vais vous filer quelques clés pour remédier à ça. Le premier outil que vous devez acquérir, c'est le League Pass. C'est une plateforme qui permet de regarder tous les matchs, que ce soit en replay, en direct, de toutes les équipes, avec aussi quelques petits bonus, comme le play-by-play qui est un outil pour regarder par exemple tous les shoots, toutes les passes d'une joueuse en particulier, ou par exemple sélectionner les actions qui vous intéressent dans un match, mais aussi des petits documentaires intéressants pour s'intéresser à l'histoire de la ligue, et le tout pour la modique somme de 37 € par an. Ouais, vous avez bien entendu, 37 € par an. Ça peut nous faire bizarre, nous les Européens qui ont l'habitude de payer des sommes vertigineuses pour le foot notamment. On se retrouve à devoir débourser des 150 € par an, pareil avec le League Pass pour la NBA, qui lui aussi est assez cher. Mais là, ouais, c'est l'un des arguments principaux, c'est 37 € par an. Ensuite, il y a aussi tout le taf qui est fait par les franchises sur leurs réseaux sociaux. Donc il faut les suivre sur Instagram, sur Twitter, avec des informations pour les matchs, mais aussi des contenus un petit peu plus spécialisés pour suivre les joueuses et les entraîneurs, etc. dans leur quotidien. C'est toujours très kiffant. Et puis le taf des suiveurs, des journalistes, des amateurs, des créateurs de contenu. Je vais vous filer le nom et les adresses numériques de quelques-uns. Si vous aimez lire, je vous conseille les articles de Basket USA et du roster. Ils vous permettent de rester à l'affût sur toutes les infos, les résultats de match, les nouvelles, bref, vous ne louperez rien. Pour ceux qui lisent aussi en anglais, il y a le traditionnel The Athletic qui reste l'une des références sur le sport, mais aussi The Nine Sport qui est l'un des plus gros sites spécialisés dans le sport féminin. The Nine Sport est d'assez mon préféré, c'est vraiment top pour se plonger dans l'univers de WNBA avec aussi des articles de fond. Avec The Athletic, ces deux sites sont payants, mais je vous laisse vous plonger dans internet pour trouver des moyens de contourner les paywalls, parce que 19 € par mois pour The Nine Sport, faut vraiment aller se faire foutre, c'est n'importe quoi. Pour ceux qui préfèrent le contenu audio et vidéo, j'ai aussi ce qu'il faut avec Swish, le média spécialisé dans la WNBA, qui propose des articles, des vidéos et aussi des live Twitch. Un mix parfait entre expertise et accessibilité. Rendez-vous tous les dimanches pour le brunch. Autre podcast, il y a aussi le jeune W présenté par Greg. Là aussi, c'est une super part d'entrée et en plus, il kiffe Jed Medbull, donc ça fait une raison de plus pour cliquer. D'ailleurs, on l'a reçu il y a quelques mois sur la chaîne de La Relève dans notre podcast Draft & Pick en compagnie de Matt pour une draft de WNBA. Un super moment, une terrible défaite pour Oscar et moi, même si je crois qu'on n'était pas loin de tous les deux de Matt qui avait gagné cette draft-là. Et je termine avec Taïsis, c'est jusqu'à preuve du contraire le média de référence pour le basket féminin en France. Ils sont présents sur Insta et YouTube et proposent une large palette de contenus, dont notamment des interviews et certaines exclus avant les States. J'oublie certainement du monde, cette liste de toute façon est loin d'être exhaustive. La WNBA est une ligue en pleine croissance et ça se traduit dans le nombre de fans et de suiveurs qui augmente chaque mois. Maintenant, vous avez eu toutes les clés pour comprendre les dynamiques de la future saison en WNBA, savoir par quelle porte d'entrée venir s'il faut suivre, je sais pas, le Dream d'Atlanta, le Liberty de New York, bref, ou une équipe qui devrait être un peu plus en développement comme le Fire de Portland. Vous savez tout. Les matchs ont lieu presque tous les jours, chaque soir comme en NBA. Généralement, il y a un match par semaine où il n'y a pas de match, donc vous pouvez ouvrir votre League Pass n'importe quand, prendre une équipe, prendre une joueuse et aller vous plonger dans les matchs qui sont en plus souvent très bien filmés avec de la bonne qualité, etc. Donc
aucune raison de ne pas allumer le League Pass. Aucune raison de ne pas s'abonner non plus à la chaîne de La Relève et au podcast Le Draft Pick disponible sur toutes les plateformes. On revient généralement sur l'actualité de la NBA, de la WNBA aussi à venir très bientôt normalement, mais aussi d'autres formes de basket avec des contenus plus légers. On a repris le concept du podcast pour ceux que ça intéresse. Bref, des contenus tactiques aussi sur la WNBA. Normalement, j'en prépare un pour les prochains jours. Ça devrait arriver très très vite. Donc voilà, abonnez-vous à La Relève. Bon voilà, en tout cas, c'était un plaisir. On se retrouve bientôt normalement sur la chaîne et on se dit bonne soirée.